Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Le jour commença comme toujours. Ma routine était un mécanisme d'horlogerie. Me réveiller tôt, me préparer pour le trajet, naviguer dans le chaos de la circulation matinale et savourer ces rares moments de calme pour siroter un café dans la voiture avant le travail. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour l'indulgence ou pour dévier du rythme habituel. La discipline et la constance avaient toujours été mes pierres angulaires, tant au travail que dans la vie. C'est pourquoi, lorsque ma femme, Émilie, annonça qu'elle sortirait avec ses amis pour la soirée, je n'y pensais pas beaucoup au départ. Elle faisait cela souvent, tous les quelques semaines, une soirée pour se détendre, discuter et partager des histoires avec son groupe d'amis. Rien d'inhabituel. Cependant, quelque chose dans son comportement attira mon attention ce jour-là. Émilie s'attarda plus longtemps que d'habitude devant le miroir de la chambre. Elle fouilla soigneusement dans sa garde-robe, essayant et rejetant tenue après tenue d'une manière qui semblait différente. Habituellement, elle était pratique. Un jean, un pull confortable et ses baskets habituelles étaient ses incontournables pour les sorties décontractées. Mais aujourd'hui, elle choisit une robe moulante, une pièce sombre et élégante que je ne l'avais pas vue porter depuis des années. Ce n'était pas seulement la tenue, cependant. Elle appliqua son maquillage avec soin, finissant par un rouge à lèvres audacieux qui se démarquait comme un signal d'alarme. Son dernier geste fut une touche de parfum, une fragrance que je reconnus comme l'une de ses plus chères, qu'elle réservait généralement pour les événements formels. Rien de tout cela n'avait de sens. Je ne fis pas de commentaire immédiatement. Au lieu de cela, je restai silencieusement dans l'embrasure de la porte, l'observant alors qu'elle ajustait ses cheveux une dernière fois. Elle remarqua mon regard et sourit brièvement, comme pour me rassurer, bien que je n'ai exprimé aucune inquiétude. Ce n'était pas dans ma nature de tirer des conclusions hâtives ou de faire une scène sans preuve. Alors je pris simplement des notes mentales. Lorsqu'elle descendit, je demandai nonchalamment « Tu sors encore avec les filles? Quel est le plan cette fois? » Sa réponse vint sans hésitation. « On va à ce restaurant bruyant au coin. Liz traverse une période difficile. Elle vient de se séparer de son mari. Alors, on a pensé que ça lui ferait du bien de se changer les idées. » Elle donna plus de détails que d'habitude, mentionnant des noms, des problèmes spécifiques et même des anecdotes sur la situation de son ami. Tout semblait assez plausible. Pourtant, il y avait quelque chose de trop préparé dans la façon dont elle le dit. Cela ne me semblait pas juste. Alors qu'elle se préparait à partir, je remarquai une petite boîte sur le comptoir de la cuisine. Elle était partiellement ouverte, révélant un élégant étui de téléphone en cuir avec des initiales gravées à l'avant. RB. Ces initiales m'étaient inconnues, et il n'y avait aucun contexte immédiat pour elle. Était-ce un cadeau pour quelqu'un ou autre chose entièrement? Je décidai de ne pas lui poser la question sur le moment. Si j'avais appris quelque chose au fil des années, c'était que réagir impulsivement menait souvent à des impasses. Au lieu de cela, je refermai la boîte et la laissai où elle était. Émilie partit peu après, et je passai les heures suivantes à suivre ma routine du soir habituelle. Je nettoyais la cuisine, organisais des papiers et rattrapais des emails. Mais mon esprit revenait sans cesse aux particularités de la journée. La robe, le rouge à lèvres, le parfum et maintenant cet étui de téléphone mystérieux. Chaque détail semblait être une pièce d'un puzzle que je ne comprenais pas encore. Pourtant, je me rappelais de rester ancré. Ce n'était pas mon style de tirer des conclusions basées uniquement sur des intuitions. Elle rentra tard ce soir-là, les joues légèrement rosies et l'humeur visiblement plus légère. « C'était génial », dit-elle, racontant comment elles avaient eu passé la soirée à rire et à partager des histoires. Elle me montra même quelques photos sur son téléphone, où Liz souriait brillamment. En surface, tout semblait parfaitement normal, voire rassurant. Mais ensuite, lorsqu'elle se pencha pour m'embrasser avant de dormir, je détectai une légère odeur qui ne correspondait pas. Ce n'était pas son parfum, c'était une fragrance distinctement masculine, qui persista juste assez longtemps pour que je la remarque. Je gardai une expression neutre et demandai « On dirait que quelqu'un au restaurant portait un parfum coûteux. Une idée de qui c'était? » Émilie rit légèrement, balayant la remarque. « Oh, il y avait ce type assis à la table d'à côté. Il était habillé comme un prince, et je suppose qu'il voulait que tout le monde le remarque. Tu sais comment sont certaines personnes. » Sa réponse était calme, confiante et parfaitement raisonnable. Mais plus j'y pensais, plus elle me semblait répéter. Elle ne mentait pas outright, mais elle ne me disait pas tout non plus. Le lendemain matin, pendant qu'Émilie était sous la douche, son téléphone s'alluma sur la table de chevet. Un appel manqué d'un numéro inconnu clignota à l'écran. Je ne le touchais pas. Le faire aurait franchi une ligne que je n'étais pas prêt à franchir, mais je notai mentalement le numéro. Lorsqu'elle sortit de la salle de bain, elle ramassa rapidement son téléphone et le glissa dans son sac sans un mot.
C'était un petit geste, mais il ne m'échappa pas. S'il y avait une chose dans laquelle Émilie excellait, c'était maintenir son sang-froid. Elle laissait rarement quoi que ce soit au hasard. Je passais le reste de la matinée à réfléchir à la situation. Il y avait trop de coïncidences qui s'accumulaient. Prises séparément, aucune de ces observations n'aurait semblé significative. L'effort inhabituel dans son apparence, les initiales mystérieuses, l'odeur de parfum et maintenant ce numéro inconnu. Mais ensemble, elles dessinaient un tableau difficile à ignorer. Pourtant, je m'abstins d'agir. Si je voulais découvrir la vérité, je devais aborder cela avec prudence. La pire chose que je pouvais faire était de la confronter sans preuve concrète. Au lieu de cela, je me concentrais sur l'observation. Je prêtais attention à chaque interaction, chaque changement dans sa routine et chaque détail apparemment insignifiant. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de la préparation. S'il se passait quelque chose, je devais le comprendre pleinement avant de faire un geste. Émilie était intelligente, mais j'avais des années de discipline et de patience de mon côté. Je ne laisserai pas l'émotion obscurcir mon jugement ou me pousser à faire une erreur. Pour l'instant, je jouais mon rôle. Je faisais comme si rien n'avait changé, maintenant le rythme régulier de notre vie quotidienne. Pour quiconque nous regardait de l'extérieur, nous étions le même couple qu'avant. Stable, fiable et inébranlable. Mais à l'intérieur, je rassemblais les fragments un à un. La vérité n'était pas toujours évidente, mais elle avait une manière de se révéler à ceux qui étaient assez patients pour la chercher. Et j'étais, s'il y a une chose, patient. En surface, tout semblait normal. Émilie souriait, riait et continuait comme s'il n'y avait pas une seule fissure dans les fondations. Mais je savais mieux. Les petits détails racontaient la vraie histoire, et je commençais tout juste à voir les contours de ce qui se cachait dessous. Pour l'instant, je restais silencieux, observant, attendant. Les premières de fissures étaient apparues. Et ce n'était qu'une question de temps avant que l'image entière ne se révèle. Le lendemain matin, Émilie était inhabituellement vive dès qu'elle sortit du lit. Ses mouvements étaient rapides et déterminés, comme si elle avait une douzaine de tâches à accomplir avant de quitter la maison. Pendant que j'étais assis à la table de la cuisine avec mon café, elle passait d'une pièce à l'autre, répondant à des messages sur son téléphone, choisissant des vêtements et se préparant pour la journée. Il y avait une énergie en elle qui semblait répétée, contrôlée, mais exagérée, comme si elle voulait que je remarque son efficacité calme. À un moment, elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, tenant une veste soigneusement pliée sur son bras. « Je vais voir des meubles avec ma sœur », dit-elle. Son ton était décontracté, mais son regard s'attarda sur moi une seconde de trop, évaluant ma réaction. Elle a enfin trouvé le temps de s'y mettre sérieusement, et je ne veux pas la laisser tomber. Je hochai la tête, prenant une gorgée mesurée de mon café. « Si tu veux, je peux t'y conduire », proposai-je, gardant ma voix stable. Mon emploi du temps pour la journée était léger, et je n'avais pas d'engagement pressant. C'était un geste simple, que j'avais offert d'innombrables fois auparavant. Sa réponse vint rapidement, presque trop rapidement. « Oh non, pas besoin », dit-elle, secouant la tête avec un sourire poli. « Tu as du travail aujourd'hui, non? On se débrouillera toute seule. » Ce fut sa première erreur. Elle savait que ma journée était relativement libre, et pourtant, elle avait formulé son excuse autour d'un emploi du temps chargé qui n'existait pas. C'était une faute, probablement involontaire, mais elle me révéla quelque chose. Elle n'était pas aussi en contrôle de la situation qu'elle le semblait. Je ne pressais pas la question, me contentant de hocher la tête alors qu'elle passait à autre chose. Il n'était pas nécessaire de la mettre sur ses gardes si tôt dans la journée. Émilie partit peu après, vêtue d'une jupe ajustée et d'un chemisier sur mesure. Ce n'était pas une tenue extravagante, mais elle ne correspondait certainement pas à l'objectif d'une sortie pour acheter des meubles. Elle portait habituellement des vêtements plus décontractés et confortables pour ce genre d'errand. Cette tenue, associée à ses cheveux soigneusement coiffés et à son maquillage subtil, peignait un tableau différent qui ne correspondait pas à son histoire. Je décidai de ne pas la suivre directement. Ce n'était pas mon style, et cela ne ferait que compliquer les choses. Au lieu de cela, je me fiais à une application de suivi que j'avais discrètement installée sur son téléphone quelques semaines plus tôt. Ce n'était pas quelque chose dont j'étais fier, mais l'expérience m'avait appris l'importance de rester un pas en avance. En moins de 30 minutes, l'application confirma ce que je soupçonnais. Elle n'était pas dans un magasin de meubles. Sa localisation indiquait un quartier chic de la ville, un district connu pour ses restaurants et boutiques haut de gamme. Pendant un moment, je me contentais de surveiller sa localisation, observant qu'elle restait fixée à une adresse spécifique. C'était un mouvement calculé. Aller là-bas moi-même aurait risqué de révéler mes intentions. Au lieu de cela, j'attendis, la laissant terminer ce qu'elle faisait. Lorsqu'elle rentra à la maison des heures plus tard, elle portait un prospectus d'un magasin de meubles à la main, le posant nonchalamment sur le comptoir de la cuisine. Le geste semblait délibéré, comme si elle voulait établir un récit avant que je puisse poser des questions. « Comment c'était » demandai-je pendant le dîner, mon ton délibérément neutre.
Vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît? Sa réponse vint facilement, comme si elle l'avait répété. Pas encore. Ma sœur avait une idée différente en tête, alors on a dû visiter plusieurs endroits. En parlant, elle feuilletait distraitement le prospectus, pointant quelques designs comme pour étayer son histoire. Mais je savais déjà la vérité. Sa localisation n'avait été nulle part près d'un magasin de meubles. Elle mentait. Et bien qu'elle maintenait une apparence de confiance, je remarquais des signes subtils de tension. Sa voix était stable, mais il y avait une légère pointe dans son ton, une netteté qui trahissait son effort pour rester composée. Plus tard, lorsqu'elle monta pour se changer, je remarquai son sac posé sur la table. À l'intérieur, partiellement caché, se trouvait un reçu. Il ne me fallut pas longtemps pour confirmer mes soupçons. Le reçu provenait d'un restaurant situé dans la même zone où son téléphone avait été plus tôt dans la journée. Plus important encore, la facture était pour 2 personnes. Les détails étaient au clair. Ce n'était pas un repas rapide ou une pause café décontractée. C'était un déjeuner assis pour 2. Je ne pris pas le reçu, sachant qu'elle pourrait remarquer son absence. À la place, je pris une photo avec mon téléphone, m'assurant d'avoir une trace. En regardant la photo, les pièces du puzzle commencèrent à s'aligner. Sa tenue court soignée, les excuses élaborées, l'histoire fabriquée à propos du shopping de meubles, tout pointait vers quelque chose qu'elle ne voulait pas que je sache. Mais il y avait une vérité indéniable. Elle avait sous-estimé ma patience. Ce soir-là, pendant le dîner, je ramenai le sujet sur le tapis, testant la solidité de son histoire. « Tu as mentionné être passé par un autre magasin, » dis-je. Y avait-il des réductions intéressantes à vérifier? Sa réponse fut fluide, presque automatique. Oh, il y en avait quelques-unes, mais c'était surtout sur des articles plus anciens. Rien qui nous plaisait. Elle ne tressaillit pas, mais je remarquai que ses mouvements devinrent légèrement plus rapides alors qu'elle rangeait la table, comme si elle était pressée de changer de sujet. Sa composure était impressionnante, mais elle n'était pas incassable. Quand elle alla se coucher ce soir-là, j'avais toutes les preuves dont j'avais besoin pour confirmer mes soupçons. Le reçu, les données de suivi, les incohérences dans son histoire, tout cela peignait un tableau clair, mais je n'étais pas prêt à la confronter. Agir trop tôt ne ferait que lui donner une chance de se regrouper, de tisser un nouveau réseau d'explications. Au lieu de cela, j'attendis, la laissant croire qu'elle était en contrôle. Maintenant, le jeu était à moi. J'avais assez d'informations pour commencer à prendre des mesures, mais le timing était crucial. Émilie avait été prudente, mais ses erreurs commençaient à s'accumuler. Elle ne le réalisait pas encore, mais j'avais l'avantage. Tout ce dont j'avais besoin était d'attendre le moment où sa garde serait baissée. Pour l'instant, je restais silencieux, observant et planifiant. Ce n'était que le début. Les derniers jours avaient été un tourbillon d'observations, de petits détails qui refusaient de s'aligner. Au début, j'avais envisagé la possibilité que je pourrais suranalyser, mais la fréquence des erreurs subtiles d'Émilie racontait une histoire différente. Elle était prudente, c'était clair, mais même la personne la plus prudente peut glisser. Ce n'était pas une question d'accusation sauvage ou de soupçon aveugle. C'était un jeu d'échecs, où je devais anticiper ses mouvements sans révéler mes propres intentions. J'avais mes soupçons, mais les soupçons ne suffisaient pas. J'avais besoin de faits. Cet après-midi-là, je conduisis M. Larson à un restaurant chic pour l'une de ses réunions d'affaires. Mon travail en tant que son chauffeur me mettait souvent en arrière-plan, mais cela ne signifiait pas que je ne faisais pas attention. En attendant à l'extérieur, je remarquai une voiture noire se garer à proximité. Une femme en sortit, et même de loin, sa silhouette et sa démarche étaient indéniablement familières. C'était Émilie, ou du moins, quelqu'un qui lui ressemblait étrangement. Elle portait un petit sac de shopping de marque et son pas était rapide, presque déterminé. Mon pouls s'accéléra, mais je gardai mon sang-froid. Tirer des conclusions hâtives ne m'aiderait pas ici. Je laissai la voiture, la verrouillant derrière moi, et me dirigeai nonchalamment vers l'entrée par laquelle elle avait disparu. Mon approche était calculée. Je n'allais pas faire irruption ou faire une scène. À l'accueil, je posai une simple question anodine sur la réservation de M. Larson. L'hôtesse me dirigea vers une salle à manger, privée plus loin à l'intérieur, et je jetai un coup d'œil par la porte ouverte. Émilie n'était pas là. Pendant un bref instant, je me demandais si j'avais imaginé toute la scène. Mais en revenant vers l'entrée, mes yeux repérèrent le sac de marque qu'elle tenait plus tôt. Il provenait d'une boutique exclusive de la région, une boutique qu'Émilie avait mentionnée en passant auparavant. De retour dans la voiture, je luttais avec mes pensées. Sa présence ici ne signifiait pas nécessairement que quelque chose de suspect se passait. Pourtant, la séquence des événements semblait trop précise pour être écartée. Alors que je m'installais dans le siège du conducteur, je remarquai quelque chose d'inhabituel sous le siège de M. Larson, un mouchoir de femme. En le ramassant, je vis qu'il n'était pas n'importe quel mouchoir. Il était brodé avec des initiales délicates. E.B. Emily Brown. La légère odeur de son parfum coûteux persistait sur le tissu, reconnaissable et accablante.
Je fixais le mouchoir pendant un long moment avant de le remettre soigneusement à sa place, m'assurant que rien ne semblait déranger. Mais pas avant d'avoir pris une photo de la preuve. Mon esprit s'emballa alors que je ramenais Larson chez lui plus tard ce jour-là. Était-ce une coïncidence? C'était possible, mais peu probable. La connexion d'Emily avec Larson ne m'avait jamais traversé l'esprit auparavant, mais maintenant les pièces s'assemblaient. Au cours des semaines précédentes, les commentaires de Larson avaient pris une tournure étrange. Une remarque en particulier me revint en mémoire. « Votre femme a un goût excellent. Elle est passionnée d'art, n'est-ce pas ?» avait-il dit, avec un soupçon de sourire narquois que je n'avais pas beaucoup considéré à l'époque. Maintenant, cela semblait ciblé, presque délibéré. Je n'avais aucune intention de confronter Larson à ce sujet. Il était mon employeur et il tenait toutes les cartes dans cette relation. Mais son comportement, associé au mouchoir, pointait vers quelque chose d'indéniable. Larson en savait plus qu'il ne le laissait entendre et son attitude arrogante suggérait qu'il pensait avoir l'avantage. Qu'il le pense. Cela ne faisait que faciliter mon observation sans éveiller les soupçons. Ce soir-là, alors qu'Emily dormait, je franchis une ligne que j'avais évitée jusqu'à présent. Son téléphone était posé sur la table de chevet, l'écran éteint. Je le pris, pleinement conscient du risque d'être découvert. Son code n'avait pas changé. C'était toujours notre date de mariage, un détail qui semblait presque moqueur maintenant. Avec des mains stables, je déverrouillai l'appareil et commençai à chercher. Dans ces messages, je trouvais ce que je cherchais, une conversation avec un contact nommé Michel. Les messages semblaient ordinaires au début, mais certaines lignes se démarquaient, leur signification à peine voilée. L'un disait « Tout est prêt, il n'a rien soupçonné ». Un autre « Vendredi est fixé, plan habituel, endroit habituel ». Le contexte était vague, mais le ton était immistakable. Michel n'était pas une amie. C'était une couverture. Je savais assez pour reconnaître que ces messages n'étaient pas à propos de rencontres décontractées ou d'errants anodins. Je pris des captures d'écran et les envoyai à mon propre téléphone, m'assurant d'avoir une trace avant de remettre soigneusement le sien à sa place. Le lendemain matin, Emily émergea de la salle de bain avec son énergie habituelle, mais il y avait une lueur de quelque chose dans ses yeux lorsqu'elle regarda son téléphone. Elle le ramassa rapidement, ses mouvements un peu trop précis, comme si elle savait que j'avais été près de lui. Si elle soupçonnait quelque chose, elle ne le dit pas. Au lieu de cela, elle glissa le téléphone dans son sac et s'affaira avec la routine matinale. Son silence en disait long. Nous savions tous les deux que quelque chose avait changé. Mais aucun de nous ne serait le premier à le reconnaître. Je l'observais attentivement, notant chaque petit détail, la légère tension dans sa posture, la façon dont ses yeux évitèrent de croiser les miens trop longtemps. Elle calculait son prochain mouvement, tout comme je planifiais le mien. L'air entre nous avait changé. Ce n'était pas de l'hostilité ou un conflit ouvert, mais le poids des vérités non dites pesait lourdement. Je savais qu'Emily commençait à assembler les pièces, peut-être pas l'ampleur complète de ce que je savais, mais assez pour sentir le danger. Elle était intelligente, débrouillarde et confiante, mais moi aussi. Quand elle partit pour la journée, je ressentis un étrange sentiment de calme. Les preuves s'accumulaient et ses défenses montraient des fissures, mais je n'étais pas encore prêt à la confronter. Agir prématurément ne ferait que lui donner une chance de couvrir ses traces, de tisser une nouvelle histoire. Le timing était crucial et je n'allais pas me précipiter. Elle pensait être en contrôle, mais ce jeu était loin d'être terminé. Nous jouions tous les deux et nous connaissions tous les deux les enjeux. La question n'était pas de savoir si le jeu se terminerait, mais qui ferait le prochain mouvement. Le matin commença comme n'importe quel autre, mais mon esprit était loin de la routine. Les pièces de la tromperie d'Emily n'étaient plus des fragments épars. Elles formaient une image claire et indéniable. Chaque détail que j'avais recueilli au cours des derniers jours pointait vers une conclusion. Elle menait une double vie. Sa connexion avec Larson était plus que fortuite. Et maintenant, la seule question était jusqu'où cela allait. Je n'étais plus intéressé par des soupçons vagues. J'avais besoin de preuves solides. L'opportunité de découvrir la vérité se présenta lorsque je reçus mon affectation du jour. Conduire Larson à un country club exclusif pour une réunion d'affaires. Le trajet en lui-même fut sans incident, jusqu'à ce que Larson rompe le silence avec un commentaire qui mit immédiatement mes sens en alerte. « Vous savez, John, dit-il, son ton décontracté mais délibéré, votre femme est une femme extraordinaire. » Son regard croisa le mien à travers le rétroviseur, son sourire subtil mais immistakable. Mes mains se crispèrent sur le volant, mais je gardai ma voix égale. « Oui, je sais, répondis-je, n'offrant rien de plus. » Il continua, imperturbable. « Les femmes comme elle méritent de l'attention. Vous êtes un homme chanceux. Je suppose que vous la soutenez dans tout ce qu'elle fait? » Ces mots étaient empreints d'une provocation calculée. Il ne posait pas des questions par curiosité. Il me testait. Je ne lui donnais pas la satisfaction d'une réaction.
Au lieu de cela, je hochais la tête, me concentrant sur la route. Le jeu de Larson était évident, et je n'allais pas tomber dans son piège, qu'il pense avoir l'avantage. J'avais mes propres plans. Une fois que je déposai Larson au club, je saisis l'occasion d'inspecter la voiture. Sous son siège, je trouvai quelque chose qui confirma mes pires craintes, un reçu d'une bijouterie haut de gamme. La date d'achat remontait à quelques jours seulement, et l'article listé était une montre de luxe avec une gravure personnalisée pour eux. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit sur qui eux désignait. Je pris une photo du reçu avant de le remettre soigneusement à sa place. Ma colère bouillonnait sous la surface, mais je savais que je devais garder la tête claire. Ce soir-là, ma détermination ne fit que croître. Chaque mouvement d'Émilie était devenu suspect, et son comportement récent ne laissait aucune place à la confiance. Lorsque j'essayais d'accéder à son téléphone plus tard dans la nuit, je découvris qu'elle avait changé son code. C'était un petit détail, mais sa signification était énorme. Elle savait que je l'observais. Au lieu de me sentir découragé, je me sentis plus résolu que jamais. Ses tentatives de couvrir ses traces ne faisaient que confirmer qu'elle avait quelque chose à cacher. Tard, ce soir-là, je lui dis que je travaillerais tard. C'était une excuse plausible, qu'elle ne remettrait pas en question. Je quittai la maison et me rendis dans un parking près d'une adresse d'hôtel que j'avais vue sur certains documents de Larson. Ce n'était pas une supposition, c'était un mouvement calculé. S'ils se rencontraient, c'était l'endroit le plus probable. Mon intuition était correcte. Dès que j'entrai dans le hall de l'hôtel, je la vis. Émilie se tenait près de l'entrée, tenant un sac avec le logo de la même bijouterie que le reçu. Elle était impeccablement habillée, sa posture détendue, alors qu'elle discutait avec Larson. Ils étaient les proches, trop proches pour de simples connaissances. Ma mâchoire se serra alors que j'observais leur interaction. Il n'y avait aucune ambiguïté dans leur langage corporel. Ils ne cherchaient pas à cacher leur connexion, du moins pas à quiconque, sauf moi. Je ne les approchais pas. Ce n'était pas mon style, et cela n'aurait pas servi mon dessein. Au lieu de cela, je sortis mon téléphone et capturai l'instant. Les photos n'étaient pas seulement des preuves, elles étaient la preuve indéniable de sa trahison. Alors qu'ils se dirigeaient vers les ascenseurs, je restais dans l'ombre, regardant les portes se fermer derrière eux. Mon cœur battait dans ma poitrine, non pas de douleur, mais de la colère brute qui me traversait. En sortant dans l'air froid de la nuit, je ressentis le poids de tout cela s'installer sur moi. La preuve était là, juste devant moi. Et pourtant, la réalité de tout cela semblait encore surréaliste. Émilie n'était pas seulement infidèle, elle était délibérée, calculée et sans remords. Elle avait construit un réseau complexe de mensonges, mais maintenant, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour le déchirer. Quand je rentrai à la maison était silencieuse. Émilie était déjà au lit, allongée paisiblement comme si rien ne s'était passé. La voir ainsi, si calme et composée, aurait suffi à tromper n'importe qui d'autre. Mais pas moi, plus maintenant. Je restai là un moment, la regardant, avant de me diriger vers mon bureau. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à examiner tout ce que j'avais rassemblé. Des photos d'elle avec Larson, des captures d'écran de messages incriminants, des reçus et des horodatages. Tout était là, un dossier soigneusement construit qui ne laissait aucune place au déni. J'aurais pu la confronter sur le champ, mais ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas seulement une question de prouver sa culpabilité, il s'agissait de s'assurer qu'il n'y avait pas d'échappatoire, aucun moyen pour elle de retourner la situation en sa faveur. La prochaine étape était claire. Je commençais à rechercher des avocats spécialisés en divorce, réduisant mes options à ceux ayant de l'expérience dans la gestion des cas impliquant l'infidélité et des enjeux élevés. Je n'allais pas la laisser s'en tirer indemne. Ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de justice, de prendre le contrôle d'une situation qu'elle pensait pouvoir manipuler. Émilie n'avait aucune idée que la situation avait changé. Elle croyait encore qu'elle avait l'avantage, que ses secrets étaient en sécurité. Mais elle avait tort. J'avais toutes les preuves dont j'avais besoin, et maintenant, il ne s'agissait que d'une question de timing. Le jeu était terminé. Elle ne le savait pas encore. Cette nuit-là, alors que la maison était silencieuse, je ressentis un calme étrange s'installer sur moi. Toutes les pièces étaient en place, et l'issue était inévitable. Émilie pensait qu'elle était encore en contrôle, mais elle ne réalisait pas que le vrai pouvoir était maintenant entre mes mains. Le jeu était fini, mais je m'assurerais que la victoire soit mienne. Assis dans le bureau de l'avocat, je ressentais le poids des dernières semaines peser sur moi. Ce n'était pas seulement une question de divorce ou de partage des biens. Cela aurait été trop facile, trop ordinaire. Je voulais plus une rétribution pour la trahison, l'humiliation et le sourire narquois que Larson arborait en jouant avec moi. Mon avocat écouta attentivement alors que j'exposais mes pensées. « J'ai un atout dans ma manche », lui dis-je. « Larson parle trop dans ma voiture. J'ai besoin que ces conversations soient documentées. » L'avocat haussa un sourcil, mais ne discuta pas. « Si vous avez quelque chose de substantiel, cela pourrait être crucial. Soyez juste prudent. Assurez-vous que vos actions restent dans les limites légales. »
Je hochais la tête, déjà en train de formuler mon plan. Au fil des années, Larson avait laissé son arrogance transparaître de 1000 façons. Il me traitait comme un élément du décor, vantant librement des accords et des manœuvres qui étaient tout sauf propres. J'avais entendu parler de sociétés écrans, d'évasion fiscale et de partenariats douteux. Tout était là, enfoui dans le bruit de ses monologues autoproclamés. Il n'avait aucune idée que j'avais catalogué ces détails, attendant le jour où ils pourraient être utiles. De retour à la maison, je commençais à compiler tout ce dont je pouvais me souvenir. Je listais des noms, des dates et des mots-clés, tout détail qui pourrait me mener à des preuves solides. Un souvenir se démarqua. Larson se vantant d'une transaction importante, canalisée par une entreprise enregistrée au nom de son frère. Il avait ri de la facilité avec laquelle il manipulait les documents. Une autre fois, il avait mentionné en passant l'achat d'une villa à l'étranger, cachée sous le nom d'un soi-disant associé commercial. À l'époque, cela ressemblait à des bavardages oisifs. Maintenant, cela semblait être les fils d'un réseau beaucoup plus vaste. Je contactais quelqu'un qui pourrait combler les lacunes. Un ancien collègue de Larson qui avait quitté l'entreprise dans des circonstances tendance tendues. L'homme était amer, nourrissant clairement des rancunes contre son ancien patron. Quand j'évoquais les affaires louches de Larson, il ne se retint pas. « Il travaille toujours par des intermédiaires », expliqua-t-il. « Il ne signe jamais rien lui-même. Et il garde des notes méticuleuses dans un carnet qu'il transporte partout. » C'était la percée dont j'avais besoin. Bien que l'homme ne puisse pas fournir de preuves directes, ses idées me donnaient un point de départ. Il me mit en garde de faire attention. Si vous avez quelque chose sur lui, gardez-le précieusement. Mais si vous cherchez plus, vérifiez sa voiture ou son bureau. Il est négligent avec les documents qu'il ne devrait pas garder. La prochaine fois que je conduisis Larson, je saisis l'opportunité. Pendant qu'il était à une réunion, je fouillais la voiture avec une précision méthodique. Dans la boîte à gants, je trouvais ce que je cherchais, une pile de vieux documents laissés négligemment derrière. Parmi eux se trouvaient des relevés de transferts bancaires, reliant clairement Larson à un compte offshore. Les sommes impliquées étaient colossales, et les noms listés étaient inconnus, probablement des pseudonymes ou des sociétés écrans. Je photographiai tout et remis les documents exactement comme je les avais trouvés. De retour à la maison, j'étudiais les images en détail. Les relevés n'étaient pas seulement des preuves de mauvaise conduite financière, ils étaient une mine d'or potentielle. Ils montrèrent des modèles de paiement qui pouvaient être retracés jusqu'à des stratagèmes plus vastes. Mais je savais que cela ne suffisait pas pour confronter Larson ou utiliser l'information efficacement. J'avais besoin d'une corroboration d'une source plus fiable. Je contactai un détective privé dont j'avais entendu parler par des connaissances communes. Sa réputation de discrétion et de résultat en faisait l'allié parfait. Après une brève discussion, il accepta de creuser plus loin dans les affaires offshore de Larson, moyennant un prix, bien sûr. L'attente fut éprouvante pour les nerfs, mais quelques jours plus tard, il livra. L'entreprise liée à Larson était effectivement impliquée dans des activités frauduleuses, avec des transactions qui pourraient l'incriminer s'il était exposé. Le puzzle était presque complet. L'arrogance de Larson l'avait aveuglé face au risque de sa propre négligence. Je détenais maintenant des documents, des relevés financiers et des preuves corroborées par un enquêteur professionnel. C'était plus que suffisant pour le coincer. Il n'aurait d'autre choix que de se taire si j'utilisais cela contre lui. Aller à la police ou chercher une revanche légale ne ferait qu'attirer l'attention sur ses crimes, et il ne prendrait pas ce risque. Mais je n'étais pas encore satisfait. Ce n'était pas seulement une question de faire pression sur Larson, il s'agissait de démanteler la façade qu'il avait construite avec Emily. Mon prochain mouvement devait être précis, calculé et dévastateur. Je devais m'assurer que lorsque la vérité éclaterait, elle ne laisserait aucune place à la récupération. En examinant les preuves, le poids de mes actions ne me faisait pas. Larson et Emily avaient joué leur jeu sans remords. Et maintenant, c'était à mon tour. Je n'étais pas intéressé par des demi-mesures ou des compromis. Je voulais le genre de closure qui ne laissait aucun doute persistant, aucun fil lâche. Pour l'instant, Larson ne savait pas que la tempête se préparait. Pour lui, j'étais toujours l'observateur silencieux, le chauffeur invisible qui se fondait dans le décor. C'était son erreur de me sous-estimer, et c'était une erreur qu'il ne ferait pas 2 fois. Quand je fermais mon ordinateur portable ce soir-là, je ressentis une détermination calme s'installer sur moi. J'avais le pouvoir de détruire sa réputation, son entreprise, et d'exposer la vérité. Les preuves en ma possession n'étaient pas seulement un levier, elles étaient une arme. Larson n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais je n'avais pas fini. Le jour commença comme n'importe quel autre, avec moi assis derrière le volant, attendant Larson devant son immeuble de bureau. La routine semblait monotone en surface, mais en dessous, la tension mijotait. Les événements des dernières semaines avaient aiguisé mes sens à chaque détail, chaque nuance. Quand Larson émergea enfin, il était au téléphone, sa voix plus forte que d'habitude, presque théâtrale. Cela semblait délibéré, comme s'il voulait que j'entende chaque mot. « Elle connaît l'arrangement.
dit Larson avec un petit rire moqueur. Fille intelligente, mais tant qu'elle fait sa part, je m'en fiche. Son ton était arrogant, dédaigneux et plein d'assurance. Je serrais le volant un peu plus fort, me forçant à rester calme. Ce n'était pas la première fois que Larson parlait ainsi, mais aujourd'hui, cela me frappait différemment. Puis vint le coup de grâce. Je dois être prudent. Ma femme commence à remarquer des choses, ajouta-t-il nonchalamment avant de terminer l'appel. Cette seule phrase suffit à confirmer ce que je soupçonnais depuis le début. La tromperie de Larson ne se limitait pas à sa vie professionnelle. Mon esprit s'emballa, mais je gardais un visage neutre. Réagir maintenant ne ferait que lui donner l'avantage. Je n'avais pas le temps de traiter cela qu'Émilie apparut de nulle part. Elle marcha vers la voiture avec la même confiance que j'avais autrefois admirée, mais que je voyais maintenant comme calculée. Sans hésiter, elle glissa sur le siège arrière à côté de Larson, se pencha et l'embrassa sur la joue. « Salut, chérie, dit-elle, sa voix d'une douceur écœurante. La scène me frappa comme un coup à la poitrine, mais je refusais de le montrer. Larson sourit et me regarda à travers le rétroviseur. « Tu as compris maintenant, n'est-ce pas, John? » dit-il, sa voix dégoulinante de condescendance. « Tu as été notre petit témoin silencieux tout ce temps, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? » Émilie rit légèrement, son ton presque moqueur. « Bien sûr que non. Il a besoin de ce boulot, pas vrai? » ajouta-t-elle, ses mots tranchant l'air comme une lame. Je croisai le regard de Larson dans le miroir, mon expression calme et indéchiffrable. « Bien sûr que non, répondis-je, ma voix stable. Ce travail est important pour moi. J'ai des factures à payer, après tout. » Ils rirent, inconscients de la tempête qui se préparait en moi. Alors qu'ils tournaient de leur attention l'un vers l'autre, je commençai à conduire, mais pas vers la destination prévue. Mon itinéraire changea subtilement, nous dirigeant vers les faubourgs de la ville, où se trouvait une casse abandonnée. C'était un endroit que je connaissais bien, où j'avais autrefois travaillé sur ma première voiture, à une époque où la vie était plus simple. Aucun d'eux ne remarqua le changement. Ils étaient trop absorbés par leur conversation, trop arrogants dans leur croyance que j'étais un observateur passif. Quand la voiture s'arrêta, leur rire s'évanouit alors qu'ils regardaient autour d'eux, confus. « C'est quoi ce bordel? » demanda Larson, sa voix brisant le silence. « Pourquoi sommes-nous ici? » Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je sortis de la voiture et fis le tour du côté passager, ouvrant la porte arrière. J'attrapai Larson en premier, le tirant dehors avec une force qui le prit par surprise. Ses protestations furent immédiates, mais elles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Ensuite, je tirai Émilie dehors, son expression stupéfaite enregistrant à peine le calme de mes mouvements. Ce calme masquait la tempête intérieure. Le moteur de la voiture ronronnait doucement alors que j'activais le broyeur à proximité. Le grincement du métal résonna dans l'air, un son menaçant qui couvrit leurs cris. Je restais silencieux alors que la voiture s'approchait de la machine, son sort scellé. Quand les bras du broyeur se refermèrent, le vacarme de la destruction fut assourdissant. C'était une fin symbolique, effaçant les mensonges et la trahison qui avaient pris racine dans ma vie. La voix de Larson s'éleva dans la panique. « T'es fou? Tu te rends compte de ce que t'as fait? » Son visage était pâle, son arrogance brisée. Je me tournai vers lui, mon regard froid. Je sais exactement ce que j'ai fait, et maintenant tu vas écouter attentivement. Ma voix était stable, contrôlée, alors que j'exposais son avenir. Je sais tout sur tes comptes offshore, tes fausses entreprises, tes deals illégaux. Si tu dis un mot de ça à qui que ce soit, police, avocat, n'importe qui, je m'assurerai que tu perdes tout. Tu iras en prison, et personne ne te sauvera. Larson s'effondra à genoux, son arrogance remplacée par le désespoir. « S'il te plaît, on peut trouver un arrangement. » bégaya-t-il. Je l'ignorais, tournant mon attention vers Émilie. Elle se tenait figée, des larmes coulant sur son visage, une ombre de la femme que j'avais connue. « C'est fini, dis-je platement. Tu n'es plus rien pour moi maintenant. Considère-toi effacé de ma vie. » Elle tenta de parler, mais je n'attendis pas pour l'entendre. Me détournant, je les laissai là, debout dans la casse, leur monde soigneusement construit s'effondrant autour d'eux. Le poids que j'avais porté pendant des semaines commença à s'alléger, remplacé par une clarté froide et résolue. En m'éloignant, je ne ressentais ni joie ni soulagement, juste une détermination calme et inébranlable. Le chapitre était clos et mon chemin à venir était clair. Je reconstruirais, mais cette fois, sans les mensonges et la trahison qui avaient empoisonné ma vie. Maintenant, je savais ce que je devais faire. Repartir de zéro, libre de ceux qui m'avaient trahi. Mais la route à venir passerait par un divorce et un tribunal. Le processus de divorce commença le lendemain de l'incident à la casse. Je ne perdis pas de temps. Ma résolution était ferme, et je savais qu'Émilie et Larson essaieraient de manipuler la situation. Mais cette fois, j'étais plusieurs étapes en avance. La caméra de bord de ma voiture avait tout capturé, leurs conversations moqueuses, leurs dédains ouverts et leurs admissions flagrantes. L'audio et la vidéo étaient mes atouts majeurs, et je n'avais pas peur de les utiliser.
Le lendemain matin, je déposai une demande de divorce. Il n'y eut ni avertissement, ni confrontations émotionnelles, juste une action froide et calculée. Quand Émilie reçut les documents, sa réaction fut exactement celle à laquelle je m'attendais. Elle fit irruption dans la maison, exigeant des explications, criant des accusations. Je restai calme, rencontrant sa colère avec indifférence. « C'est ton choix », dis-je simplement. « Maintenant, je fais le mien. » Sa fureur se transforma rapidement en ruse lorsqu'elle réalisa les implications financières. Perdre le mariage signifiait perdre le confort et la stabilité qu'elle avait tenus pour acquis. Déterminée à riposter, elle engagea l'un des avocats en divorce les plus agressifs de la ville. Elle lança une campagne de diffamation, me dépeignant comme un mari contrôlant et insensible. Ses mensonges s'intensifièrent, jusqu'à des allégations d'abus émotionnels, voire des accusations fabriquées de menaces et d'agressivité. C'était une stratégie sournoise et mesquine, mais je l'avais anticipée. Je connaissais la vérité, et plus important encore, j'avais les preuves pour l'étayer. En même temps, je tournais mon attention vers Larson. Je compilais tout ce que j'avais, les enregistrements de la caméra de bord, les documents financiers que j'avais découverts et les reçus incriminants. Je remis le tout à la police et aux autorités fiscales, m'assurant que cela passe par les canaux appropriés. L'empire de Larson, construit sur la fraude et la tromperie, commença à s'effondrer presque immédiatement. En quelques jours, les autorités l'arrêtèrent, et son visage fut placardé dans les médias alors que ses stratagèmes illégaux étaient exposés. L'entreprise qu'il avait bâtie s'effondra sous le poids du scandale public, et sa réputation fut réduite en lambeaux. La situation d'Émilie se détériora en parallèle de celle de Larson. Sans lui pour la soutenir, elle se retrouva à lutter. Sa façade autrefois composée se fissura alors que la réalité de ses choix devenait indéniable. Mais même alors, elle refusa d'assumer la responsabilité. Au tribunal, elle joua la victime, tentant de rejeter la faute et de se peindre comme une femme lésée. Sa performance était soignée, mais elle ne suffisait pas. Les enregistrements que je fournis parlaient plus fort que ses larmes répétées. La salle d'audience était silencieuse alors que le juge écoutait l'audio accablant. La voix d'Émilie, pleine de mépris et de moquerie, résonna dans la pièce. Ses propres mots la trahirent, révélant l'ampleur de sa trahison et de sa tromperie. Il n'y avait pas de place pour le doute. Ses mensonges s'effilochaient sous le poids de preuves indéniables. Quand il s'agit de diviser nos biens, je fis mon dernier mouvement. Je présentai les preuves de son infidélité, de sa manipulation et de ses tentatives de cacher la vérité. Mon avocat soutint que ces actions avaient violé le principe fondamental de notre mariage, la laissant sans fondement moral ou légal pour réclamer quoi que ce soit. Le tribunal fut d'accord. La maison, la voiture, les économies, tout resta avec moi. Émilie se retrouva avec rien, pas même une part des frais juridiques, qu'elle fut ordonnée de payer en totalité. Après la décision finale, Émilie tenta de plaider avec moi une dernière fois. Elle m'attendit à l'extérieur du palais de justice, sa posture désespérée, son ton plus doux que je ne l'avais entendu depuis des années. Elle supplia pour une seconde chance, insistant que tout cela avait été une erreur, qu'elle pouvait changer. J'écoutais sans l'interrompre, regardant son visage se tordre sous l'effort de feindre le remords. Quand elle eut fini, je la regardai dans les yeux et dis « Tu as détruit tout ce que nous avions construit. Maintenant, tu vivras avec les conséquences. » Elle partit sans un mot de plus. Je la regardais s'éloigner, sa silhouette rapetissant dans la distance jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Il n'y avait pas de triomphe dans son départ, pas de sentiment de victoire, juste la satisfaction froide de savoir que j'avais repris le contrôle de ma vie. Dans les jours qui suivirent, je travaillais à reconstruire. La maison semblait plus calme, plus vide, mais elle était à nouveau mienne. J'effaçais toute trace de sa présence, chaque acte de retrait étant un petit pas vers la reconquête de ce que j'avais perdu. Ce n'était pas facile, et les cicatrices de la trahison persistaient, mais je refusais de les laisser me définir. Le cirque médiatique autour de la chute de Larson procura un étrange sentiment de closure. Le voir déchu et impuissant me rappela que la justice avait une manière de rattraper même les plus arrogants. Sa richesse et son influence l'avaient protégé pendant des années, mais maintenant, il faisait face aux conséquences de ses actions, seul. Le destin d'Émilie était moins public, mais tout aussi certain. Sans système de soutien et avec une réputation ternie, elle s'effaça dans l'obscurité. La femme qui avait autrefois pris pride dans son statut social se retrouva avec rien d'autre que les retombées de ses choix. Je ne suivis pas sa vie après cela. Ce n'était plus mon problème. Pour la première fois en moi, je ressentis un sentiment de paix. Ma vie avait été déchirée, mais j'étais sorti des décombres plus forts, plus résolu. La douleur et la trahison étaient indéniables, mais elles ne me contrôlaient plus. J'avais affronté le pire et j'en étais sorti de l'autre côté, prêt à recommencer. Et bien que ma vie soit en ruine, je savais une chose avec certitude. Je la reconstruirais, cette fois libre de mensonges et de trahison. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.